L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un artiste qui m'a poussé à partir en Arctique à 2 reprises pour comprendre pourquoi des œuvres comme celle-ci ou encore celle-là pouvaient autant me toucher. Et en fait, à ma grande surprise, ce que j'ai découvert sur l'histoire de ce mec m'a retourné le crâne. Il s'agit de l'histoire de Monsieur Peder Balke. Lors de mes recherches, j'ai découvert que ce peintre norvégien du 19e siècle avait eu une vie de furieux. De son lien avec le romantisme, ses voyages en Europe et ses audiences avec un certain roi de France, faisant de lui le peintre norvégien le plus collectionné du musée du Louvre, mais aussi le plus oublié. Pour vous raconter au mieux cette histoire, je vais découper cette vidéo en 3 parties. 1. La fuite d'un futur roi de France. 2. L'exploration du Grand Nord. Et 3. L'histoire d'une détermination. Alors, sans plus attendre, on s'installe confortablement et c'est parti pour la fabuleuse histoire de Peder Balke. Partie 1. La fuite d'un futur roi de France. 1789. La Révolution française retourne le pays et les têtes n'arrêtent plus de tomber. Le tout jeune duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, participe à la Révolution avec son père Philippe Égalité, avant que ce dernier ne soit suspecté de collaborer avec l'ennemi, ce qui lui coûtera sa tête en 1793. À 20 ans et sentant qu'il est le prochain sur la liste, son fils décide de migrer incognito direction la Suisse avant d'être démasqué et de partir dans le nord direction la Scandinavie en compagnie de son ami le marquis de Montjoie et son domestique Baudouin. Alors oui, en fuite certes, mais il ne faudrait pas renoncer à un certain confort. À partir d'avril 1795, il explore la Suède, la Laponie et la Norvège avant d'atteindre le cap Nord au-dessus du cercle polaire en octobre de la même année. Suite à cette aventure nordique, s'ensuit 20 ans d'exil avant un retour au bercail en 1814 grâce à la restauration de la monarchie, lui laissant le champ libre pour s'imaginer un avenir royal. Et ça va pas louper. En 1830, après la Révolution de Juillet qui a porté le duc d'Orléans au pouvoir, ce dernier, amoureux des grands espaces, devient le premier roi français à atteindre le cap Nord. Le lien avec Balke, j'y viens. Promis, pour l'instant, on n'est qu'à l'entrée. L'information principale à retenir, c'est que Louis-Philippe aimait beaucoup, mais alors beaucoup, le Grand Nord. Partie 2, l'exploration du Grand Nord. À partir du XVe siècle en Occident, les puissances maritimes intensifient leurs recherches pour trouver des routes plus rapides afin d'atteindre le Nouveau Monde. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux et de concurrencer les routes contrôlées par les autres empires coloniaux. C'est dans ce contexte que va émerger progressivement un intérêt pour le passage du nord-ouest, censé relier l'Atlantique au Pacifique en contournant l'Amérique par le nord. De nombreux navires se perdent, certains restent bloqués dans les glaces ou, dans le pire des cas, ils disparaissent avec leur équipage dans les profondeurs sans laisser de traces. En 1835 en France, une nouvelle expédition se prépare à bord de la corvette La Recherche dans le but cette fois-ci de réaliser des relevés scientifiques. Direction la Laponie, le Spitzberg et le Groenland. Aux commandes, nous avons Monsieur Tréhouard accompagné entre autres d'une équipe de scientifiques avec Joseph-Paul Guémard comme responsable et quelques artistes pour immortaliser le voyage dont un certain François Billard. Mais petit souci, Billard ne veut pas entendre parler du voyage, du coup, le capitaine se tourne vers sa femme pour le convaincre, la jeune Léonie Denay, âgée de 18 ans. Et selon le témoignage de Léonie Denay, que je trouve ultra pépite, elle aurait dit « Je crois que l'on peut lui faire une proposition dans ce sens. Vous en chargez-vous, madame ? Oui, à une condition. Laquelle ? C'est que je l'accompagnerai. Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Cela présentera des difficultés parce que les femmes ne sont pas embarquées à bord des navires de l'État et alors je ne dis pas un mot pour le voyage, au contraire. Parlez-en toujours, nous verrons à arranger la difficulté. Le soir même, le projet du grand voyage était mis sur le tapis entre mon mari et moi et j'obtenais l'unanimité de nos 2 consentements. Faisant de Léonie Denay la première et aussi la plus jeune femme française à partir au Spitzberg. Une histoire qu'elle livrera dans un livre Voyage d'une jeune femme au Spitzberg que j'ai juste là. Attendez. Ah putain, coupe. Voyage d'une jeune femme au Spitzberg sorti en 1839 et qui fera un énorme carton à l'époque.
De ce voyage, François Billard apportera de magnifiques dessins et tableaux, dont celui-ci que j'adore dans les collections du Louvre, représentant la Magdalena Bay au Spitzberg, illuminée par une sublime aurore boréale, éclairant ce qui reste d'un navire échoué et de ses occupants. Mais vous vous dites probablement à ce stade, Monsieur Christopher, quel est le lien entre Louis-Philippe, Peder Balke et cette histoire? Eh ben j'y viens enfin. Ok, lorsque Louis-Philippe autorise cette expédition, il se rappelle de son amour pour les magnifiques paysages norvégiens et décide d'embarquer sur la corvette un énorme buste de sa royale personne pour marquer sa gratitude et le faire déposer en guise de cadeau. Et devinez qui va entendre parler de ce buste et de l'amour du roi français pour les magnifiques paysages norvégiens? Un certain Peder Balke. Partie 3, l'histoire d'une détermination. Début 19e siècle, la Norvège est sous domination danoise, le niveau de pauvreté pète les plafonds et c'est sur la petite île de Helgoya que Peder Andersen, futur Balke, voit le jour en 1804. Il grandit dans une famille pauvre de paysans sans terre, il n'a jamais vraiment connu son père et sa mère l'élève seul, lui et son frère Thor. À 12 ans, il travaille en tant que commerçant et à 20 ans à peine, il décroche une première formation de peintre décoratif auprès du peintre Anders. Ses talents se révèlent très rapidement et il passe fissa de la peinture décorative à la restauration de retables d'église. À 23 ans, tout se passe bien pour lui jusqu'à ce que le service militaire le rattrape et ne lui laisse que deux options. 1. S'offrir un contrat de remplacement pour que quelqu'un prenne sa place au combat, ce qui était courant à l'époque, mais surtout extrêmement cher. Ou 2. Postuler à une formation de peintre décorateur dans une guilde de la capitale, Christiania. Ce sera option numéro 2, direction Christiania Futur Oslo, où il s'installe dans la ferme de la famille Balke, dont il prendra le nom par gratitude. Entre 1827 et 1829, il va enchaîner plusieurs formations auprès de peintres locaux. Mais l'argent, ça commence à manquer et c'est un peu le nerf de la guerre. Du coup, il fait appel à un mécène, le professeur et botaniste Jens Raske, qui accepte de l'aider parce qu'il voit en Balke un potentiel énorme en peinture de paysage. En pleine période romantique, il va le pousser à s'isoler dans les verts pâturages, à observer le monde naturel et à le retranscrire avec toute la sincérité et l'émotion qu'il se doit. Et il va vraiment pas se faire prier. Alors, pour que vous compreniez le mood de Balke et de son entourage d'artistes, je dois brièvement vous parler du romantisme. À la fin du XVIIIe siècle, la société occidentale en pleine transformation suite à l'explosion industrielle, la création du chemin de fer, sans oublier le siècle des Lumières qui a travaillé durement à rationaliser notre monde pour le meilleur et le pire, a éveillé chez une légion d'artistes hommes et femmes le besoin de se tourner vers la nature et l'âme humaine pour y trouver une forme de repos, de sens, voire carrément une direction spirituelle. Progressivement, la peinture de paysage va devenir un art qui permettra d'exprimer toute la complexité de la psyché et des émotions humaines à travers des bonnes tempêtes, des paysages montagneux ou un simple coucher de soleil. Et Peder Balke va être un pur produit de ce mouvement. Il va passer les années suivantes à explorer à pied la Norvège, du sud au Cap Nord, de l'est à l'ouest, des plaines aux montagnes, sans oublier mes chers fjords, faisant de lui, à ma connaissance, l'artiste norvégien à avoir exploré le plus son pays à l'époque. Au milieu de ses vadrouilles, il se marie avec Karen en 1834 et ensuite ses mécènes et premières ventes vont leur permettre de partir en Allemagne, en Scandinavie, en Russie, puis en France pour apprendre des autres peintres de paysages et essayer de vendre aux diverses familles royales. Il va croiser la route du fabuleux peintre norvégien Johan Christian Dahl et très brièvement celle du célébrissime Caspar David Friedrich. Les deux vont massivement l'influencer et dans la foulée, il va parvenir à vendre enfin une première œuvre au roi de Suède Karl Johan, ce qui sera un premier step pour lancer sa carrière de peintre des rois. Pendant un court séjour à Paris, il va halluciner devant le travail de Eugène Isabey,
Théodore Gudin, dont je vous parle souvent sur Instagram, et Joseph Vernet. Trois artistes qui se spécialisent dans la peinture de marine, flirtant délicieusement avec ce qu'on appelle le sublime et qui auront une influence colossale sur son travail. Et je leur suis tellement reconnaissant. De retour au bercail, à sa grande surprise, ses pairs rejettent son art car 1. Il est plus assez scandinave et 2. Il s'est affranchi des modes du moment. Vous pensez que ça l'a arrêté? Dans la foulée, il refait ses valises, part en Europe avec sa femme, ses 3 gosses et le 4e en route. Et c'est maintenant que les 3 parties s'imbriquent. En 1844, Balqueux a vraisemblablement entendu parler d'un certain buste, d'un certain roi de France et de son voyage de jeunesse en Norvège et décide de retourner à Paris avec une très grosse ambition, décrocher une audience avec Louis-Philippe. Tout le monde lui dit que c'est impossible, ses proches essayent de le dissuader jusqu'à ce qu'il trouve l'idée brillante de passer une lettre au roi via son bibliothécaire. Et l'impensable arrive. Il obtient illico une audience avec Louis-Philippe car très heureux hasard, ce dernier cherchait depuis quelque temps quelqu'un pour immortaliser son souvenir de Norvège. Les témoins de l'époque racontent que c'est un crush immédiat entre les deux hommes, encore plus parce que les deux parlent couramment allemand, donc plus besoin de traducteur. Louis-Philippe ira même jusqu'à l'appeler Mein lieber Balke. Mon cher Balqueux. Et si c'était pas suffisant, le roi lui demande de revenir le lendemain car il veut voir tous ses travaux et lui montrer le tracé de son voyage de jeunesse en Scandinavie. Le lendemain, le roi va lui commander 2 toiles et 26 esquisses, dont une vue de Trondheim aujourd'hui dans les collections du Louvre, où l'on voit Louis-Philippe et ses compagnons de voyage. Il va même insister pour que ces toiles soient incluses dans une expo au Louvre, alors que des hordes d'artistes hyper talentueux n'y sont jamais parvenus. À ce stade, Balqueux et sa petite famille pensent leur futur assuré. Mais fin 1847, la situation en France commence à dégénérer et Balqueux va devoir suspendre ses activités et fuir le pays avant la révolution de février 48, laissant derrière lui ses esquisses et peintures qui finiront oubliées dans les profondeurs du Louvre. Cette révolution va enflammer l'Europe jusqu'à Dresde où les bombardements vont coûter la vie à l'un des enfants de la famille Balqueux, avant qu'ils arrivent péniblement à rejoindre la Norvège. Louis-Philippe de son côté fuit vers Londres et malgré une lettre de Balqueux qui souhaite reprendre les travaux, se les verra refuser et le roi s'éteindra quelques mois plus tard en 1850. De retour en Norvège, Balqueux arrête malheureusement son journal ici, mais ce que l'on sait, c'est que le marché de l'art est enfin avec lui. Il va bien vendre, nous donnant une petite idée de ce qu'il aurait pu réaliser pour les collections françaises. En parallèle, suite à la Révolution, il va rejoindre un mouvement de travailleurs socialistes fondé par Marcus Rane en 1849. Il hérite d'un important terrain de son premier mentor, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Raskeux, qu'il va diviser en plusieurs parties pour permettre à la classe ouvrière et aux artisans de s'y installer. La zone finit même par être surnommée Balqueby, soit la ville de Balqueux. Mais toutes les histoires, même les meilleures, doivent avoir une fin. En 1879, la quasi-totalité du quartier part en flammes et en 1883, Balqueux fait un AVC avant de mourir 4 ans plus tard, le 15 février 1887, à l'âge de 83 ans. L'histoire retiendra Peder Balqueux, le citoyen, mais oubliera l'artiste. Aujourd'hui, en dehors de 2 expositions en France, une au Louvre en 2005 et une autre à Fontainebleau en compagnie de François Billard en 2019, Balqueux reste le peintre norvégien le plus collectionné du musée du Louvre, mais le plus oublié. Si j'adore autant Peder Balqueux et depuis tant d'années, c'est qu'il rassemble tout ce que j'aime et je pense important dans l'art. Des œuvres qui ne demandent pas d'avoir fait X années d'études pour comprendre ce que l'on a devant les yeux et qui parlent à l'œil, au corps et à nos émotions. Son travail a selon moi la capacité de réconcilier n'importe qui avec la peinture et l'histoire de l'art, car visuellement, ses œuvres sont ultra efficaces en présentant des images familières avec ce qu'il faut d'intensité pour stimuler nos esprits en quête d'aventure et de mystique, et avec une dose d'émotion suffisante pour nous permettre d'échapper un instant à l'oppression des villes pour une bouffée d'air frais en direction d'une nature qu'il considérait comme essentielle. Et ça, c'est intemporel.
Mais je vous invite surtout à vous rendre au Louvre au niveau 2 de l'aile Richelieu dans la salle 862. Et d'ailleurs, il est tellement oublié le gars que n'hésitez vraiment pas à aller vérifier en ligne si les salles sont ouvertes parce qu'elles se retrouvent malheureusement souvent fermées. Ce serait un peu con de faire le déplacement pour rien. Ça m'est arrivé quand même un paquet de fois. Un immense merci pour avoir regardé cette vidéo, presque plus que les autres que j'ai réalisées sur la chaîne, parce que ça fait des années que j'y cherche à trouver le format parfait pour vous raconter cette histoire de dingue. Si vous voulez en savoir davantage, je vous donne rendez-vous sur le podcast de Sens de la Visite où j'ai participé à un épisode il y a à peu près 5 ans pour raconter une première fois cette histoire. Et sinon, je vous donne évidemment rendez-vous sur Insta et TikTok pour en apprendre davantage. En attendant, un immense merci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à recommencer. Ça m'aide à faire monter la chaîne et je vous dis à très vite.